Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir une auteure que j'aime beaucoup, Josée Bournival. Bonjour Josée, comment ça va? Ça va super bien, Amélie, merci de me recevoir. Ça me fait grand plaisir et j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs. Alors, tu es native de la Mauricie et tu as quitté ton endroit natal pour t'exiler, pour réaliser tes rêves, en fait, à l'issue de la formation en arts et technologies des médias à Jonquière. Exact, à 17 ans, donc je suis partie à 4 heures de route de chez moi. J'avais l'impression que c'était le bout du monde. Puis j'ai étudié pour devenir animatrice radio. Ça a été mes premières amours, la radio. Et tu as travaillé en radio, en télé pendant plusieurs années pour plein de médias différents. Je me suis promenée beaucoup au Québec pour ça. Je suis allée à Montmagny, sur la rive sud de Québec. Je suis allée dans la Naudière. Ensuite, j'ai commencé en télévision à Québec, à Salut Bonjour Week-end. Et petit à petit, j'avais de plus en plus de contrats dans la région métropolitaine. Donc, j'ai déménagé mes pénates dans le coin de Montréal, où je suis toujours. Et là, en ce moment, tu te promènes pas mal entre le rôle de maman et le rôle de pigiste, travailleur autonome, surtout dans la rédaction. Oui, exactement. En fait, quand moi et mon conjoint, on a décidé d'avoir des enfants, moi, je voyais mal comment j'allais conjuguer le type de contrat que j'avais en télévision à ce moment-là avec la mère que je voulais être. Alors, j'ai fait le choix de retourner aux études pour mettre une corde de pluie à mon arc, l'écriture scénaristique. Donc, je suis allée à l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, avec l'objectif justement de faire davantage de travail de la maison à mes heures pour conjuguer tout ça avec la vie de famille. Et donc, après mes études, je suis tombée enceinte et tout s'est enchaîné rapidement. Donc, maintenant, j'écris pour différents magazines. J'ai un blog sur le web, évidemment, et j'écris des romans. Donc, effectivement, c'est surtout l'écriture qui m'occupe maintenant. Et Baby Boom est né à l'INIS parce qu'au départ, ça devait être une série télé et finalement, ça n'a pas fonctionné comme tu l'aurais espéré et ça s'est transformé en roman. Oui, c'est drôle parce que dans le fond, les gens m'en parlent. Bon, tu sais, quand le premier tome est sorti, c'est devenu best-seller. Ça a été acheté en Europe par 2 éditeurs. C'est un franc succès et j'en suis très fière. Mais c'est un de mes plus grands échecs professionnels. En ce sens où, effectivement, moi, ce que je voulais au départ, c'était une série télé. Je l'ai travaillé comme telle pendant 3 ans. Et au bout du compte, le projet a été abandonné. Mais moi, je refusais de mettre sur la tablette ces personnages-là. C'est ce qui fait qu'on a trouvé une nouvelle voie pour leur donner une vie, qui était le roman. Parlons-en de ces 4 femmes-là qu'on retrouve dans Baby Boom, parce que là, il y a eu Baby Boom 1 qui a été lancé en... février 2013, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Par la suite, le 2 février 2014. Oui. Et là, on a le tome 3 qui vient tout juste d'être lancé en septembre 2015. Ben oui, qui n'est pas arrivé en février 2015, qui est arrivé un petit peu plus tard. C'est pas grave, on l'attendait avec impatience. L'attente a juste été plus le fun quand on l'a reçu entre nos mains. Ben, j'espère, en tout cas, mais je me le faisais demander, j'avoue, et c'est pour des raisons familiales principalement que ça a été un petit peu plus long. Dans le 3e tome, j'aborde la conciliation travail-famille avec mes personnages et j'ai eu à la subir moi-même dans les dernières années, étant maman maintenant de 3 enfants, enceinte de mon 4e. Donc, j'ai dû mettre la priorité où moi je croyais qu'elle devait être, et c'était mes enfants. Donc, ça a été un petit peu plus long pour l'écriture de ce 3e tome. Dans le premier, pour les gens qui connaissent pas un peu la série Baby Boom, dans le premier, ce sont 4 femmes qui vont tomber enceintes en même temps. Alors, ils vont vivre leur grossesse en même temps. Ben, l'idée de la série, dès le départ, c'était d'aborder les grands chocs, les grands bouleversements qui arrivent dans la vie des parents, les grands booms auxquels on est confronté. Et j'en voyais plusieurs. Évidemment, je pourrais faire 12 tomes, là, ce qui sera pas le cas, mais le premier, pour moi, c'était le moment où tu vois la croix apparaître sur le test de grossesse. C'est un choc. Tu réalises que dans 9 mois, tu vas être parent, que ta vie va changer. Et là, on dirait que tu veux tout modifier, tu veux tout améliorer avant l'arrivée du bébé. C'était ce que je souhaitais aborder à travers le premier tome. Et j'ai créé 4 personnages différents parce que je voulais que toutes les femmes qui allaient lire le livre puissent se reconnaître dans l'un de ces personnages-là. Donc, elles deviennent 4 amies, mais elles sont vraiment différentes, abordent la maternité de manière différente les unes des autres. Dans le 2e tome, le 2e grand boom, ben, c'est évidemment l'arrivée du bébé. Hein, quand tu tombes dedans puis que tu apprends sur le tas parce que tu as eu beau lire plein de livres sur la puériculture ou la petite enfance pour te préparer, il y a rien comme avoir un bébé entre les bras pour vraiment savoir ce que c'est. Puis avec toutes les angoisses et les incertitudes qui viennent avec ce rôle-là, qui est nouveau, qu'on connaît pas. Donc, c'est ce que j'aborde dans le 2e tome. Et le 3e tome, il y avait plusieurs, si on veut, thèmes qui revenaient. Le plus grand, je pense, c'est la conciliation travail-famille. Parce qu'après la première année de vie de bébé, où on était en lune de miel, en congé de maternité, où toute notre attention était dévouée à notre bébé, ben là, soudainement, il y a le volet professionnel qui revient. On s'est un petit peu oublié comme couple aussi, hein, pour focusser sur l'enfant. Et là, soudainement, ben, on voit ce que ça a donné de se mettre de côté, puis on se dit, ben, peut-être qu'il
faudrait qu'on pense un peu à nous. Puis là, il y a aussi toute la pression de la société qui vient avec ça. Les femmes retournent sur le marché du travail, il faudrait bien qu'elles rentrent dans leur tailleur, hein? Alors qu'elles ont pris un peu de poids pendant la grossesse et pendant le congé de maternité, on était en vêtements mous à la maison, on s'en rendait pas trop compte qu'on avait gardé du poids. Donc quand on essaie de rentrer dans nos vêtements de travail, on s'en rend compte. On est cerné aussi parce qu'on a moins dormi dans la dernière année. Donc il y a cette espèce de désir de revenir à ce qu'il y avait avant le bébé. La professionnelle efficace au bureau, qui ne manque jamais, sauf pour des raisons très sérieuses, de redevenir l'amante, l'amoureuse qu'on était aussi avant d'avoir un enfant qui sait, veut pas mis de côté au bénéfice du bébé. Les tâches ménagères aussi. Mais faut continuer de faire. Absolument, tout continue, hein, la vie n'arrête pas. Puis tout ça fait en sorte que c'est un gros boom, je pense aussi, ce moment où on revient on essaie de revenir à la vie qu'on avait avant, ce qui n'arrivera jamais. Puis il y a aussi le désir d'un deuxième enfant que je souhaitais aborder, parce que ça aussi, c'est un gros boom dans une famille. Quand est-ce qu'on se décide d'en faire un autre? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on laisse vieillir le bébé? Ou si au contraire, tant qu'à être dans les couches puis les biberons, let's go, on se lance et on en fait un deuxième. Donc, c'est un peu tout ça que je voulais aborder à travers le 3e tome. Et t'abordes aussi la fausse couche? Oui. C'est un des gros thèmes que j'abordais. J'avais pas osé le faire jusqu'à présent. Et je me suis donné le droit de le faire, Amélie, je pense, parce que j'en ai fait une. Et c'était un thème que je souhaitais absolument aborder quelque part dans la série. Pas au départ, mais en cours d'écriture, ça m'est venu comme une évidence que je devais le faire pour plusieurs raisons. La raison pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est qu'à la sortie du premier livre, il y a une lectrice qui est venue me voir dans un salon du livre, qui était dithyrambique, qui était heureuse, qui était contente de me faire signer son livre, qui voulait une photo. Elle était tellement enthousiaste, c'était beau à voir, puis elle s'est mise à pleurer, puis là, je me disais, mon Dieu, elle pleure de joie, ça se peut-tu? Et je l'ai prise à part pour réaliser finalement qu'elle pleurait pas du tout de joie, elle avait vraiment du chagrin. Puis elle m'a confié, moi, il y a juste une chose que je trouve horrible dans ton roman, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait au moins une des filles qui ne porte pas sa grossesse à terme parce que moi, je suis pas capable. La jeune femme venait de subir sa 3e fausse couche en ligne. Et ça m'a tellement rentré dedans, ça m'a tellement touchée. Mais à ce moment-là, je n'avais pas vécu personnellement la fausse couche. Je connaissais un peu ce que c'était, mais je voyais pas comment je pouvais l'aborder de manière authentique et sincère, juste en recueillant des témoignages dans mon entourage. J'ai souvent besoin d'avoir vécu, d'avoir ressenti les choses pour bien les communiquer. Et bon, la vie a fait en sorte que malheureusement, j'ai connu ce que c'était la fausse couche il y a un petit peu plus que 2 ans. Et tu l'as vécu en plus, toi, de façon médiatique, parce oui. Que ça avait été annoncé au grand jour que tu étais enceinte. C'est ça. J'avais un blog avec Canal Vie à l'époque, et 2 semaines plus tôt, je venais d'annoncer ma grossesse. Alors, quand j'ai perdu le bébé, j'ai bien été obligée d'annoncer la fausse couche. Et j'avoue que ça a été très difficile. Je pense que de tout ce qui est arrivé, de devoir l'annoncer à mes parents, de devoir l'annoncer à mes enfants, de devoir l'annoncer publiquement a été la pire chose pour moi. J'avais pas envie de partager ça, j'avais honte. Même si, avec le recul, je me dis, mon Dieu, que c'est ridicule d'avoir ressenti ça, mais au moment où ça arrive, t'as l'impression que ton corps te fait défaut, qu'il fait pas sa job comme il est supposé la faire. C'est un échec. On est dans une société de performance où on doit exceller dans tout, et là, sur une chose aussi naturelle que de faire un enfant, t'échoues. Et j'ai trouvé ça très, très pénible. C'est toute l'enfilade des émotions aussi qui vient après ça, la différence de point de vue avec le conjoint, pour qui la grossesse était encore très abstraite quand ça arrive dans le premier trimestre. Le ventre s'arrondit à peine. Bon, moi, j'avais des nausées, donc c'était évident que j'étais enceinte, mais mis à part ça, il n'y a rien qui se voit. Les phrases qu'on te lance au visage qui sont blessantes, qui partent toutes d'une bonne intention, mais qui sont tellement maladroites. Il y avait tellement de choses à dire sur le sujet. Je ne peux pas remercier la vie de m'avoir fait vivre cette épreuve-là parce que c'est pas agréable, mais je pense que ça a donné beaucoup de relief à ce que je fais vivre à mon personnage dans le 3e tome. Et je voulais l'aborder pour toutes les femmes qui en ont fait une, parce qu'on sait qu'il y a quand même 20% des grossesses qui se terminent en fausse couche. C'est énorme, là. C'est 1 femme sur 5 enceinte qui va perdre son bébé. Donc, ça touche énormément de femmes. Moi, après ma fausse couche, Amélie, il y a des gens dans ma propre famille qui sont venus me confier qu'elles avaient fait des fausses couches. Elles en avaient jamais parlé.
parce qu'elles avaient honte, parce que c'est tabou, parce que c'est méconnu, puis qu'on n'a pas envie que tout le monde, justement, se mêle de ça, puis nous dise, mais t'es encore jeune, t'as encore le temps. On n'a pas envie d'entendre ça. Non, exactement. Donc, c'est très, très blessant pour une femme qui vient de vivre une fausse couche, puis en même temps, quand les gens font comme si rien ne s'était passé, puis continuent à sourire, puis à vivre, puis à faire leurs activités, c'est très blessant parce qu'on a l'impression, nous, qu'on vit un drame, puis que personne ne le comprend. Donc, il y avait énormément de choses à dire, énormément de choses à vivre à travers cet événement-là pour un personnage. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le mettre dans le 3e tome. Qu'est-ce qu'on devrait dire, justement, à une femme qui a perdu son bébé? Je pense qu'il faut aborder le sujet. C'est la première marque de respect envers cette personne-là, de pas faire comme si rien ne s'était passé, parce que ce n'est pas rien. En même temps, je dis ça à Amélie, puis il y a, semble-t-il, environ 25% des femmes pour qui la fausse couche, c'est une déception passagère. Il y a un autre 25% pour qui ça va être très difficile, et il y a 50% des femmes pour qui c'est un véritable deuil. Donc, évidemment, dépendamment d'où se situe la femme, ça peut être différent comme approche, mais je pense que ce qui est important, c'est de dire « j'ai du chagrin pour toi ». À la limite de dire « je sais pas quoi te dire ». Je sais pas ce qui te ferait du bien, mais laisse-le-moi savoir s'il y a quelque chose qui peut te faire du bien, et je suis là. Je pense que c'est juste ça qu'on a à dire. Essayez de consoler l'autre là, en disant qu'il y en aura un autre bébé, que imagine ça aurait été pire si tu l'avais connu, que ben t'es chanceuse de l'avoir perdu tôt, t'aurais pu le sentir bouger, choisir un prénom. Ça là, évitez tout ça. Hey, c'est affreux, ça. Mais je te vois le regard, mais c'est des choses que moi j'ai entendues quand j'ai fait ma fausse couche. Hein, des phrases génériques du genre, ben t'es encore jeune, t'as le temps, t'es pas la seule à qui ça arrive, c'est pas grave, tu vas te reprendre, il y en a un autre bébé qui va arriver puis qui va te faire oublier celui-là. Tout ça, c'est pas vrai. Et c'est terriblement blessant. C'est ça qu'il faut éviter. Je pense qu'il faut juste dire à la personne, je sais que t'as du chagrin, je suis là, si je peux faire quelque chose, ça va me faire plaisir. Et à la limite d'avouer son impuissance, je sais pas quoi te dire. Juste ça, ça fait du bien. Mais si tu me permets, Josée, on s'arrête et on continue au retour de parler de Baby Boom. Avec grand plaisir.